Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce nouveau webinaire. Alors tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2026. Et aujourd'hui, nous allons donner la parole à Romane Spirin, que vous connaissez déjà, qui était intervenue dans le précédent webinaire d'Elpat Bouclier Bleu. Et donc aujourd'hui, elle va nous amener un peu au sud, parce qu'aujourd'hui, il fait un peu frais quand même. Et donc, on part en Espagne. Et Romane va nous parler du sort des collections espagnoles pendant la guerre civile d'Espagne. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez le fonctionnement du webinaire, mais donc c'est une heure de présentation, 45 minutes, une heure de présentation par Romane. Et on se réserve ensuite une demi-heure de questions. Donc, n'hésitez pas à prendre note, réagir dès que la présentation sera terminée. Bonjour Romane, et je te cède la parole sans plus tarder. Merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins évidemment à Marie pour vous souhaiter une très bonne année et je suis ravie de commencer et d'inaugurer ce premier webinaire de l'année qui donc porte sur un sujet très intéressant, celui du sort des collections durant la guerre civile espagnole. Donc je vais tout de suite partager mon écran avant de commencer. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Ouais, super. Donc voilà, donc c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est un sujet qui est quand même connu dans le milieu de la protection du patrimoine, mais peut-être moins connu, en tout cas en France, que les épisodes des protections des biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est bien aussi de mettre en avant cet épisode qui, en plus, comme on le verra, a vraiment eu une forte influence sur la manière dont on a conçu la protection du patrimoine après cette guerre civile, pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis on le verra aussi par la suite. Donc je vais faire une présentation qui sera à peu près organisée en trois temps. Un premier temps où je rappellerai très rapidement quand même le contexte de la guerre civile, assez rapidement, mais pour qu'on ait quand même en tête les enjeux qui se cachent derrière la guerre civile espagnole, pour avoir aussi en tête évidemment le contexte dans lequel se déroule cette protection des biens culturels. Et je vais m'axer aussi sur la façon dont la protection des biens culturels va s'organiser au niveau national dans un premier temps. On ira ensuite vers le niveau international, puisque, comme on le verra, c'est une protection, bien qu'il s'agisse d'une guerre civile qui a intéressé la communauté internationale et qui s'est donc faite également au niveau international. Et on terminera pour conclure sur l'influence que cet épisode a pu avoir au niveau international, au niveau national, pendant la Seconde Guerre mondiale et après, dans la manière de concevoir la protection du patrimoine au niveau juridique, mais aussi au niveau technique, on le verra. Donc je commence tout de suite par un bref rappel du contexte dans lequel se déroule cette protection, puisqu'en effet, donc on est dans un contexte de guerre civile espagnole qui oppose entre juillet 1936 et avril 1939, d'une part le gouvernement espagnol républicain du Front populaire, qui, on le verra, est élu en 1936, et les franquistes, donc l'insurrection militaire qui a été portée par Franco et qui donc prend du territoire et qui affronte le gouvernement espagnol. Donc très rapidement, pour voir dans quel contexte éclate cette guerre, on est vraiment dans un contexte dans les années 30 en Espagne de tensions qui sont ravivées par, en 1931, la chute de la monarchie d'Alphonse XIII, qui conduit à l'instauration de la Seconde République espagnole. Et en fait, ce nouveau régime va vouloir mettre en place des mesures de modernité du pays, de moderniser le pays,
Et donc, il engage de nombreuses réformes qui vont raviver les tensions, puisque d'un côté, on a un milieu assez conservateur qui va plutôt être contre ces réformes, et de l'autre côté, un milieu plutôt paysan et ouvrier qui considère que les réformes ne sont pas assez profondes. Donc, on est dans un contexte où on a des milieux différents qui s'affrontent idéologiquement. Et donc, on va avoir des élections et en 1933, pardon, et en 1934, alors que la droite qui a été élue en 1933 entre au gouvernement, on va avoir des tensions qui se ravivent une nouvelle fois. Je cite juste l'épisode du soulèvement des mineurs des Asturies, qui est un épisode assez important puisque il a été réprimé très violemment par l'armée. Donc voilà, c'est juste pour illustrer qu'on est vraiment dans un contexte de tension, de violence, et qui va conduire à organiser de nouvelles élections en février 1936, qui va mener à la victoire du Front populaire, qui arrive donc au gouvernement face à la droite et au centre. Donc on est vraiment dans un contexte de tensions qui sont couplés aussi avec une certaine instabilité politique et un climat vraiment de polarisation extrême, ce qui va mener en fait et favoriser, donner un terreau favorable au coup d'État militaire du 17 juillet 1936 qui sera mené par Franco et qui va marquer le début de la guerre civile espagnole puisque le coup d'État ne réussit qu'à moitié, et donc on va avoir une Espagne qui va être divisée entre, d'un côté, ceux qui soutiennent le coup d'État militaire et l'insurrection militaire de Franco, et de l'autre, le gouvernement espagnol du Front populaire. Donc c'est une guerre qui est une guerre civile, mais on va le voir, et ça se reflète aussi dans la manière dont la protection des biens culturels va être pensée. C'est une guerre qui a vraiment une portée internationale, puisqu'on est aussi dans un contexte d'idéologie avec la montée du fascisme dans les années 30, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est aussi comment dire, ça cristallise un petit peu les tensions qu'on a également plus généralement en Europe. Dans un premier temps, il va y avoir un pacte de non-intervention qui va être signé par la majorité des pays européens, puisqu'au départ, on ne veut pas s'engager dans cette guerre, mais certains pays ne vont pas respecter ce pacte de non-intervention, et notamment l'Allemagne nazie et l'Italie qui vont soutenir le gouvernement de Franco alors que l'Union soviétique, quelque temps après, sera plutôt du côté du gouvernement espagnol du Front populaire. Donc c'est une guerre civile, mais qui a quand même une portée internationale. Et dans ce contexte idéologique de montée du fascisme, etc., la culture et les biens culturels ont aussi une importance, et le discours qu'on va construire autour a également une importance. Et c'est pour ça que c'est une question qui va être prise très au sérieux par le gouvernement. Et donc, on le reverra à la fin, mais évidemment, la guerre civile, comme on le sait, se termine par la victoire des franquistes qui mènera à l'instauration d'une dictature jusqu'au milieu des années 70. Donc voilà, c'était juste pour avoir un peu ce contexte, de savoir dans quel contexte en fait cette sauvegarde va être mise en œuvre, et aussi avoir un peu en tête le contexte idéologique avec des pays qui, d'une part, ne veulent pas intervenir, mais d'autre part, ont aussi leurs agendas idéologiques et vont finalement intervenir. Donc très rapidement, malgré ce contexte de tension qui n'est pas du tout propice à une organisation bien ficelée, puisque on est dans un contexte absolument instable, en fait, la protection du patrimoine culturel va très très vite se formaliser, puisque dès le début du conflit, le gouvernement de la République espagnole va prendre conscience des dangers auxquels vont faire face les biens culturels, notamment dans les zones urbaines qui peuvent être très facilement bombardées, comme Madrid, mais aussi d'autres grandes villes. Et donc, dès juillet 1936, donc
durant le même mois, dans le même mois durant lequel le coup d'État militaire a eu lieu, va être créé officiellement ce qu'on appelle la Junta de Protección del Tesoro Artístico. Donc Junta, ça peut être traduit par un comité, une sorte de comité qui serait en charge du trésor artistique espagnol, qui va être mis sous l'autorité du ministère de l'Instruction publique et qui va être créé officiellement le 23 juillet 1936, donc seulement 6 jours après le coup d'État militaire, donc très rapidement. Donc on a un décret qui institue ce comité, qui va être complété par un deuxième décret en août 1936, c'est ce décret que vous avez à l'écran, qui vient compléter les missions de cette junta et de son champ d'action. Et donc, je cite, ce comité sera chargé de la réquisition ou de la préservation au nom de l'État de toutes les œuvres mobiles ou immobiles présentant un intérêt artistique, historique ou bibliographique et qui, du fait des circonstances anormales du moment, courent le risque d'être ruinées, perdues ou endommagées. Donc on le voit vraiment très rapidement, des choses vont se mettre en place. C'est vraiment une question qui est prioritaire pour le gouvernement et donc qui va être, au-delà de se mettre en place, formalisée par ces décrets. Donc dès juillet 1936, on a des mesures de protection qui vont être mises en place pour les biens culturels, à la fois pour les biens culturels immobiliers, qui vont être les monuments historiques, les musées, etc., qui vont être protégés, et les biens culturels mobiliers les plus importants qui vont être évacués et mis à l'abri, dans un premier temps plutôt à l'intérieur même des musées, pour ce qui est des musées. Notamment, on a l'exemple du Prado qui met en caisse ses œuvres les plus précieuses, qui les descend dans les sous-sols du musée et qui les protège par des sacs de sable. En parallèle de cette junta, on a ce qu'on appelle des juntas locales, donc qui sont des comités locaux au niveau régional, qui ont pour mission de recenser, de protéger et de mettre à l'abri les biens culturels qui se trouvent dans les régions. Puisque très vite, on se rend compte que, évidemment, il n'y a pas que dans les zones urbaines que les biens culturels sont menacés. Et on se rend compte aussi que tous les biens culturels ne sont pas forcément pris en compte par la Junta centrale, notamment ce qui relève des églises et des collections privées, c'est assez important, puisque au-delà de protéger les collections publiques, les juntas locales vont vraiment avoir pour mission de protéger les collections privées, notamment en ayant un protocole assez précis qui consiste premièrement à rédiger un rapport sur l'état des lieux, sur l'existence de ces collections privées, de dresser un inventaire détaillé de chaque bien culturel et de leur lieu de provenance, et de mettre à l'abri ces œuvres. Donc, que ce soit pour les collections privées ou pour les collections publiques, les juntas vont s'occuper à la fois des biens culturels qui peuvent se trouver dans des monuments historiques, dans des églises, dans des musées, dans des archives, dans des bibliothèques. Donc voilà, c'est vraiment les biens culturels au sens large. Et les membres qui composent ces juntas sont majoritairement des historiens de l'art, des conservateurs, des historiens, des enseignants, mais aussi quelques volontaires. Après une mise en place très rapide, donc comme on l'a vu quelques jours seulement après le début de la guerre civile, de ces comités, de ces juntas, on va avoir un nouveau décret en janvier 1937, donc quelques mois, 6 mois après cette mise en place des juntas, qui va un peu réorganiser, moins dans la précipitation, qui va un peu réorganiser et centraliser les actions de protection des biens culturels sous un organe central qui sera donc la Direction générale des beaux-arts, qui dépend elle aussi du ministère de l'Instruction publique. Et donc, dans ce décret du 16 février 1937, on a la création du Conseil central des archives, bibliothèques et du Trésor public, qui, toujours sous cette direction, va se décliner en plusieurs sections. Une section qui doit s'occuper des archives, une section qui doit s'occuper des bibliothèques, et une autre section qui s'occupe du trésor artistique, donc tout ce qui est bien culturel, mobilier. Donc,
juste pour résumer, on a donc très très rapidement, dès le début de la guerre, des choses qui se mettent en place, qui se formalisent, un comité central, des comités régionaux, et après en 1937, on prend le temps de formaliser tout ça, de recentraliser, réorganiser tout ça, et donc finalement on va avoir un conseil qui sera sous la direction de l'instruction publique qui va se décliner en comités en fonction des biens culturels, donc archives, bibliothèques et trésors artistiques, et qui va s'occuper à la fois au niveau central et au niveau des régions de la protection des biens culturels. Ce qui est important de relever aussi, c'est que en parallèle vraiment de la protection en tant que telle des biens culturels, le gouvernement a vraiment à cœur de mettre en place une campagne de sensibilisation pardon, auprès des populations, que ce soit pour éviter le vol, le pillage ou la destruction populaire des biens culturels. Donc on le voit ici, ils ont édité des affiches, mais ils distribuent aussi des tracts. Des étudiants de l'école des beaux-arts, comme on le voit ici sur la photo, vont participer à cette campagne en créant des affiches. Et finalement, on se rend compte qu'avec cette campagne de sensibilisation, non seulement les populations ont respecté les biens culturels, mais ont aussi vraiment pris part à la protection, au rapatriement, oui, à la protection de manière générale soit d'édifices, soit de biens culturels. Donc c'est vraiment, la population a vraiment pris part à cette campagne de protection. Donc, on avait cette première protection qui était d'abord plutôt destinée aux zones urbaines, puis aux régions, le tout la majorité du temps plutôt sur place, mais on se rend compte très vite que la menace principale étant les bombardements aériens, les zones sont rarement épargnées par ces attaques, et donc il faudrait prendre des mesures plus drastiques pour pouvoir protéger les œuvres d'art, notamment dans les zones urbaines comme Madrid, et notamment pour le musée du Prado, qui est quand même un grand musée et qui rassemble beaucoup des trésors artistiques espagnols. Et donc, en novembre 1936, donc quelques mois seulement après l'instauration de toutes ces mesures de protection et de ces comités, les œuvres d'art les plus importantes qui se trouvent à Madrid sont transportées et mises à l'abri provisoirement à Valence. L'évacuation commence évidemment par le musée du Prado, qui, comme je le disais, concentre quand même de nombreuses collections d'importance. Et donc, c'est pas moins de 2000 biens culturels qui vont être transportés jusqu'à Valence, donc de Madrid à Valence, pour être épargnés et conservés dans des conditions, dans de meilleures conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce trajet entre Madrid et Valence se fait vraiment dans des conditions très difficiles, puisque on est évidemment en pleine guerre, il y a de nombreux bombardements et il y a des menaces constantes, notamment sur les routes. Donc on a des récits de personnes qui ont été impliquées dans ces évacuations, et notamment Joseph Renaud, sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui était alors directeur général des Beaux-Arts, qui nous raconte comment ces évacuations ont pris place. Déjà, on transporte plus de 2000 biens culturels, donc il faut aussi beaucoup de transports, de camions pour pouvoir les transporter. Euh, on nous raconte aussi que parfois, par mesure de prévention, il est préférable d'attendre la nuit pour pouvoir rouler, ce qui rajoute de la difficulté au trajet, que les camions roulent la plupart du temps très doucement pour être le plus discret possible, pas plus de 15 km/h sur la majorité du trajet, ce qui fait à peu près 32 heures pour faire un trajet Madrid-Valence, ce qui est assez considérable quand on est dans une situation de guerre et que les biens culturels sont d'autant plus vulnérables pendant un trajet. On nous raconte aussi que les conducteurs, à la moindre menace, doivent éteindre les moteurs, parfois rouler sans phare. Donc voilà, au-delà vraiment de la mesure de protection des œuvres d'art, qui est l'évacuation, qui est déjà quelque chose de compliqué, on a aussi des conditions particulièrement difficiles. Et José Prenot nous raconte notamment l'anecdote d'un des convois les plus importants,
qui transportait seulement deux œuvres, les Ménines de Velázquez et le portrait de Charles Quint du Titien, dont en fait les dimensions bloquaient, ne permettaient pas de traverser un des ponts suspendus qui était sur la route vers Valence. Et l'armature des caisses en fait dépassait, enfin les caisses plutôt dépassaient l'armature du pont, ce qui fait que les caisses ont dû être déchargées, les œuvres retirées des caisses, puis on les a fait rouler sur le pont à l'aide de cylindres, donc on les a transportés sur le pont à l'aide de cylindres, et une fois de l'autre côté, on a dû les remettre en caisse, puis les recharger dans le camion, une opération qui a duré plus de 4 heures. Donc déjà sur un trajet d'à peu près 32 heures, 4 heures en plus pour traverser un pont, c'est quand même considérable. Donc ça montre un petit peu l'ambiance générale dans laquelle se sont déroulées tous ces évacuations et ces transports et du temps aussi qu'il a fallu, puisque ça a duré pratiquement 2 mois, du 10 novembre à fin décembre 1936. Donc voilà, finalement, une grande majorité des œuvres d'importance ont été acheminées vers Valence et il fallait trouver évidemment des lieux pour les abriter, donc des abris ou des refuges qui permettaient d'accueillir un grand nombre d'œuvres et aussi qui permettaient de résister potentiellement à des bombardements. Dans un premier temps, les refuges des constructions ad hoc en béton armé, évidemment, cette idée avait été soulevée, mais elle a été également vite écartée puisque il fallait d'une part aller vite, les moyens financiers n'étaient pas forcément présents et les sols de Valence ne permettent pas d'avoir des constructions stables souterraines et étanches. Donc cette option a vite été écartée. Et finalement, ce qui a été retenu, c'est de trouver des infrastructures déjà existantes, des monuments historiques. Et en l'occurrence, à Valence, les tours de Serranos et l'ancien collège du patriarcat, qui présentaient de nombreux avantages, notamment dû au fait que ce sont des constructions en pierre avec des murs assez épais, qui permettaient d'une part une certaine résistance et d'autre part une atmosphère assez stable et une température assez stable à l'intérieur, ce qui était pas mal pour la conservation des œuvres. Et donc ces structures ont été choisies. Mais ce qu'on a décidé de faire, c'est de renforcer les infrastructures avec des constructions ad hoc, notamment des voûtes en béton armé. Donc on le voit sur le schéma, les voûtes en béton armé ont été construites par-dessus les voûtes gothiques. Et on a également des comment dire, des sortes de portes en béton, enfin des structures en béton qui ont été construites devant les portes et devant les fenêtres pour également renforcer les structures. On a également, malgré le fait que ce soit assez stable en niveau atmosphérique et température, des installations ont été aussi mises en place pour réguler la température et l'atmosphère. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait jusqu'à Valence en tout cas, puisqu'on le verra, l'itinéraire des collections espagnoles ne s'arrête pas là, mais au niveau national, c'est ce qui a été fait pour protéger les biens culturels. Donc dans un premier temps, une protection plutôt sur place, avec des sacs de sable, des monuments protégés, des collections mises en sous-sol. Et puis dans un second temps, puisque l'évacuation semblait inévitable, tout ce transport, ce cheminement vers Valence dans des constructions que l'on a renforcées pour servir d'abri. Ce qui est intéressant, c'est que la sauvegarde du patrimoine espagnol, bien que jusqu'à présent elle était aux mains des Espagnols, est vraiment très suivie par la communauté internationale, notamment la presse internationale, et par le comité, par l'Office international des musées, donc l'OIM. Et donc en avril 1938, le gouvernement républicain doit quitter Valence face à l'avancée des troupes franquistes et va se déplacer en Catalogne.
Les œuvres, évidemment, vont suivre le gouvernement républicain, puisqu'il n'est pas question de laisser les trésors artistiques derrière eux. Et donc, ils vont trouver refuge en Catalogne et à Figueras, qui est donc une ville à une trentaine de kilomètres de la frontière française, dans des abris, dans de nouveaux abris aménagés. Et donc, plusieurs fois, pendant le conflit, l'Espagne a demandé à l'OIM, à l'Office international des musées, de leur venir en aide. Mais malgré la volonté de l'Office de leur venir en aide, ça a été refusé à plusieurs reprises, et notamment par le secrétaire général de la Société des Nations, puisque, rappelez-vous, il y avait ce pacte de non-intervention des pays européens dans le conflit. Et donc, évidemment aider à la protection du patrimoine culturel et notamment aider le gouvernement républicain, c'était aussi évidemment prendre parti. Et donc finalement, donc comme je le disais, il y avait cette volonté de non-interventionnisme, mais de l'autre côté, la presse internationale et la communauté internationale, les professionnels du patrimoine qui suivaient vraiment ce qui se passait en Espagne. Et donc, c'est au début de l'année 1939 qu'un comité international va finalement être créé qui est indépendant de l'OIM, donc ce ne sera pas l'OIM qui va intervenir, et c'est un comité qui va être composé de plusieurs grands musées internationaux, qui va être appuyé par le secrétaire général de la Société des Nations, mais qui n'engage pas la Société des Nations directement, et qui n'engage pas non plus les gouvernements respectifs, et c'est pour ça qu'il ne contredit pas au pacte de non-intervention. C'est vraiment un comité indépendant qui va être composé de plusieurs personnalités internationales du monde des musées, de l'art de manière générale. Et donc, c'est plutôt des personnes qui s'engagent à titre personnel ou au titre de leur fonction, mais pas au titre de leur pays ou de leur gouvernement. C'est donc un comité qui n'a pas de coloration politique. Et d'ailleurs, on le voit au sein du comité, plusieurs personnes n'ont pas les mêmes avis. Et donc, ce comité se propose d'entrer en négociation avec le gouvernement républicain qui, rappelez-vous, est près de la frontière française, qui est en Catalogne, et donc de négocier avec ce gouvernement pour évacuer et transporter les œuvres d'art à l'étranger avec son approbation, puisque face à l'avancée des troupes franquistes, on se rend compte que si on veut pouvoir préserver les œuvres d'art espagnoles, il va falloir les faire traverser la frontière. Donc le comité a été créé le 23 et le 29 janvier 1939 et se compose, comme je disais, d'éminentes personnalités, de grands musées de leurs pays respectifs, tels que la France, la Grande-Bretagne, la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis ou la Belgique. Et pour la France, on compte notamment des personnages assez connus, comme David Veil, qui est à l'époque président du Conseil des musées nationaux, Jacques Jaujard, qui est à cette époque-là sous-directeur des musées nationaux, ou Henri Verne, qui est le directeur du musée du Louvre. D'autant plus que les Français vont avoir un rôle assez important, puisque David Veil va être le président de ce comité et que Jacques Jaujard va faire partie de ceux qui vont entrer en négociation avec le gouvernement espagnol, donc va aller directement à Figueras et va être directement impliqué dans l'opération de sauvegarde des biens culturels en Espagne. Donc on voit aussi que ces personnages, et on verra par la suite que ce conflit a eu aussi une influence sur la manière dont les musées français et les musées européens de manière générale vont être sauvegardés pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque de telles personnalités se retrouvent déjà engagées, impliquées dans la sauvegarde des biens culturels espagnols. Donc, une fois constitué, le comité international se rend à Figueras pour négocier un accord avec le gouvernement républicain et mettre en œuvre le plan de sauvegarde qu'ils avaient en tête, et comme je le disais, d'évacuer ces biens culturels de l'autre côté de la frontière, et plus particulièrement en Suisse, à Genève, à la Société des Nations.
Donc après plusieurs négociations qui ont été plus ou moins difficiles sur certains points, un accord est finalement signé le 3 février 1939, donc l'accord de Figueras, qui détermine les conditions dans lesquelles les biens culturels vont être sauvegardés, euh, qui détermine aussi les responsabilités, qu'elles soient financières aussi, techniques, et les conditions de transport et de retour des biens culturels en Espagne quand la paix sera rétablie. Donc, dès le 3 février, donc l'accord est signé le 3 février, et à partir du 3 février, on met en place ce plan de sauvegarde. Donc, très rapidement, le 3 février au soir et jusqu'au 9, le plan de sauvegarde est mis en œuvre, non sans mal, puisqu'il y a eu en effet quelques déconvenues, notamment le fait que les camions français ne voulaient pas traverser la frontière et se retrouver en Espagne. Il y avait aussi beaucoup de problèmes sur les routes, puisque les routes étaient saturées par les mouvements de fuite des populations, les bombardements dans le même temps qui continuaient à sévir dans la région et sur les routes par lesquelles passaient les camions. Donc une nouvelle fois, une évacuation qui ne se fait pas dans la facilité. Mais malgré tout, les œuvres parviennent à franchir la frontière française et sont envoyées quelques jours plus tard par le train à Genève et seront accueillies au palais de la Société des Nations. Et donc, c'est près de 1868 caisses qui contiennent des milliers d'œuvres, donc des peintures, des dessins, des tapisseries, des manuscrits, des objets précieux qui proviennent à la fois du musée du Prado, mais aussi d'autres musées et collections, qui arrivent donc au siège de la Société des Nations, dans ce palais de la Société des Nations que vous voyez à l'écran. Donc une fois là-bas, il fut conclu entre le Comité international et le secrétaire général de la Société des Nations une convention pour la conservation au Palais des Nations des œuvres d'art provenant d'Espagne, qui permet de définir un petit peu les conditions dans lesquelles vont être conservées et gardées les œuvres à cet endroit. Finalement, quand le comité s'est constitué, sa seule mission était vraiment de transporter les œuvres d'art jusqu'au Palais de la Société des Nations. Et donc maintenant que c'est fait, le comité en tant que tel n'a plus de raison d'exister et doit se dissoudre. Mais un second comité comité international encore une fois, va être créé pour s'occuper de la conservation des œuvres d'art espagnoles à Genève, et notamment il aura à sa charge leur inventaire, leur sécurité, etc. Donc c'est le Comité international pour la conservation des œuvres d'art espagnoles. Ce comité, au-delà de s'occuper de la conservation en tant que telle des œuvres d'art, a aussi en tête le fait d'organiser des expositions. Une exposition, c'était quelque chose que le comité avait en tête dès le début, c'est-à-dire que d'une part, le but, c'est de rapatrier les œuvres d'art, enfin d'évacuer les œuvres d'art en sécurité, dans un lieu sécurisé, mais d'autre part de valoriser aussi ce patrimoine qui est rarement sorti d'Espagne et qui d'une part va permettre donc de le valoriser, mais aussi par l'organisation d'expositions, de rembourser les frais inhérents au plan de sauvegarde, puisque en fait c'est le comité qui a pris en charge les frais et non l'Espagne. Donc le but était d'organiser une exposition qui aurait été à Paris, à Londres et à Genève. Donc voilà la mission que se donne ce nouveau comité qui est créé à la suite du premier. On le verra, malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Ces expositions n'auront pas lieu comme prévu. Puisque, en fait, pendant que le second comité commençait sa tâche d'inventaire des collections, le gouvernement franquiste, qui prenait de plus en plus de terrain en Espagne et qui était sur le point de remporter la guerre civile, va exercer une très forte pression sur la Société des Nations, qui, on le rappelle, se voulait non interventionniste, donc qui ne doit pas prendre parti. Et donc, il exerce une forte pression pour récupérer l'ensemble des œuvres d'art qui ont été évacuées à Genève. Et c'est ainsi que deux délégués vont être envoyés par Franco
afin de récupérer les œuvres, mais aussi d'organiser une exposition avant de les rapatrier en Espagne. Et finalement, le secrétaire de la Société des Nations va finir par confier l'ensemble des œuvres d'art qui étaient au Palais de la Société des Nations à l'ambassadeur de Franco à Berne le 30 mars 1939, c'est-à-dire un jour avant la fin officielle de la guerre civile et à peine plus d'un mois avant leur arrivée à Genève. Donc on voit que le secrétaire de la Société des Nations, le secrétaire général, était vraiment face aussi à un dilemme et face à une pression très forte, puisque on a en face de nous un gouvernement qui n'est certes peut-être pas reconnu par la communauté internationale, mais qui va prendre le pouvoir, qui est sur le point de prendre le pouvoir officiellement et qui gagne tout le terrain en Espagne, qui a le contrôle de l'Espagne. Donc finalement, les œuvres vont être transférées de la Société des Nations à un autre local qui va être prêté par la ville de Genève, mais qui est en dehors de la Société des Nations, juste avant que le gouvernement franquiste n'annonce son départ de la Société des Nations. Et donc, ces fameuses expositions qui étaient projetées par le comité international n'auront finalement pas lieu. Et c'est à la place une autre exposition qui va se tenir, qui va être cette fois organisée par les délégués franquistes, puisque eux aussi ont évidemment compris l'intérêt d'exposer leurs chefs-d'œuvre, d'autant plus dans ce contexte de tension, afin d'une part de se légitimer, mais aussi de faire valoir leur patrimoine national. Et donc faire aussi de la publicité dans ce contexte de fin de guerre. Donc, ils vont vraiment organiser une exposition qui aura un assez grand succès, qui va se tenir au musée pardon, d'art et d'histoire de Genève. Lors de son inauguration en juin 1939, évidemment, le rôle du comité international dans la sauvegarde des biens culturels espagnols ne sera pas du tout mentionné. Voilà, le fait que les biens culturels espagnols soient présents à Genève grâce au travail du comité sera évidemment passé sous silence. Et c'est finalement 173 tableaux du musée des Prados qui vont être exposés et une vingtaine de tapisseries. Et l'exposition sur ces quelques mois, entre juin et août, aura un grand succès puisqu'elle accueillera plus de 400 000 visiteurs, ce qui est assez considérable. Et en fait, les recettes de cette exposition n'iront évidemment pas au comité, mais au gouvernement franquiste. Alors, en partie à Genève qui accueille l'exposition, mais aussi en grande partie au nouveau gouvernement franquiste. Donc voilà un peu pour le sort, c'est assez résumé, donc j'espère que ça n'a pas été trop vite, mais pour le sort en tout cas du point de départ à leur arrivée à Genève jusqu'à leur retour en Espagne, puisqu'évidemment après cette exposition, les œuvres retourneront en Espagne. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'épisode en tant que tel. Mais c'est un épisode qui va vraiment avoir une grande influence au niveau international surtout sur la manière dont on pense la protection du patrimoine, que ce soit vraiment dans un cadre juridique ou dans un cadre purement technique, notamment lorsque la Seconde Guerre mondiale va éclater en Europe. Donc d'une part, vraiment pour ce qui est au niveau de la réglementation de la protection du patrimoine, durant toute la guerre civile, je vous l'ai dit, la presse internationale va beaucoup s'intéresser à la sauvegarde des biens culturels en Espagne. Et de l'autre côté, on a aussi les autorités espagnoles qui vont communiquer de manière très régulière à l'Office international des musées les mesures qu'ils mettent en place en Espagne. Donc en fait, l'Office international des musées qui, dans les années 30, dans cette période un peu d'entre-deux-guerres, mais plutôt années 30, va se mettre à rédiger un avant-projet de convention internationale pour la protection des biens culturels, va vraiment se nourrir des mesures qui sont mises en place en Espagne. Et donc, même s'ils n'ont jamais fourni l'aide espérée par le gouvernement républicain, ils vont, eux, se nourrir de ce qui se passe dans le pays.
C'est un avant-projet de convention qui a été rédigé jusqu'en 1938, donc qui va être présenté devant l'Assemblée de la Société des Nations en 1938. Il ne va pas être validé ou aller au-delà de cette assemblée, puisque la Seconde Guerre mondiale va éclater et que ce projet de convention ne va pas aboutir. Mais le dossier se clôt finalement par sa publication dans la revue Museum en 1939, ce qui permet aux professionnels du patrimoine d'avoir en tête les recommandations de cette convention, qui est à la fois une recommandation qui visait à encadrer au niveau du droit international, mais qui a aussi une partie très technique et qui inclut même des schémas de ce qui s'est mis en place en Espagne. Donc ça permet aux professionnels du patrimoine d'avoir, de toute l'Europe, d'avoir en tête ces recommandations lorsque la Seconde Guerre mondiale arrive, et donc de mettre en place des choses qui avaient déjà été mises en place en Espagne. Ce qui a également une grande influence sur la manière de penser le patrimoine et sa protection, c'est cette vision internationale du patrimoine comme un bien commun à l'humanité, qui justifie que l'on doive envoyer ces biens culturels dans un autre pays pour pouvoir les protéger. C'est-à-dire que la protection des biens culturels espagnols n'est pas seulement l'affaire de l'Espagne et des Espagnols, mais de la communauté internationale, comme on l'a vu avec la création de ce comité international qui tient vraiment à sauver ce trésor artistique et à le conserver dans un autre pays. C'était une idée qui était déjà en germe avant l'épisode espagnol, mais qui trouve vraiment sa manifestation dans cet épisode. Et cette vision du patrimoine comme universel, comme patrimoine commun, etc., c'est une vision qui va se retrouver dans la Convention de l'Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Je ne vais pas revenir sur la Convention puisqu'on l'a déjà vu en détail dans un précédent webinaire, mais donc encore aujourd'hui, seul traité international avec ces deux protocoles qui est exclusivement dédié à la protection des biens culturels en cas de conflit armé et qui est directement inspiré aussi de la convention, du projet de convention de l'OIM. Donc voilà, tout est lié et c'est vraiment donc en fait ce qui reste des leçons du conflit espagnol va vraiment se retrouver dans ce projet de convention et dans cette convention qui va être adoptée en 1954. D'autres leçons vont être retenues, comme on le disait tout à l'heure, directement de manière plus directe, puisque la Seconde Guerre mondiale éclate pratiquement après la fin du conflit espagnol. Et donc, l'expérience espagnole constitue vraiment un précédent majeur, puisque pour la toute première fois, la sauvegarde du patrimoine est pensée à grande échelle, et il y a vraiment une politique organisée de protection du patrimoine, comme on l'a vu avec la création de ces juntas, qui permettent un déplacement méthodique des œuvres, leur inventaire précis, leur mise à l'abri dans des dépôts sécurisés et leur placement sous protection internationale, puisque en les évacuant grâce à l'aide du comité et en les stockant à la Société des Nations, il y a vraiment un peu ce chapeautage international également. Euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que certes, on a déjà l'expérience de la Première Guerre mondiale, mais elle n'était pas aussi, déjà, les musées n'étaient pas aussi bien organisés et surtout, les armes ont aussi évolué entre-temps. Et donc, le conflit espagnol montre qu'il est aussi possible de protéger les biens culturels lors d'une guerre moderne avec des armes plus destructives et des armes plus modernes qui se sont développées. Et cette approche finalement méthodique, centralisée, mais qui est aussi déléguée au niveau régional par la création de ces juntas, c'est aussi ce qui va prévaloir, et on l'avait vu pendant un précédent webinaire, lorsqu'on va demander après la Seconde Guerre mondiale à Rosvalland de penser la protection à l'échelle nationale des biens culturels en cas de Troisième Guerre mondiale.
au sein du service de protection des œuvres d'art, donc je ne reviens pas dessus, mais voilà, c'est aussi cette vision avec quelque chose d'assez centralisé, c'est-à-dire une direction qui va donner les directives et des comités plus locaux, plus régionaux, qui vont permettre vraiment de protéger le patrimoine dans toutes les régions d'un pays. Autre influence évidemment qui a été directe et on l'a vu, c'est que des personnalités des grands musées européens vont être directement impliquées dans la sauvegarde des biens culturels espagnols, comme Jacques Jaujard, qui vraiment participait de très près à cette sauvegarde et qui a évidemment pour lui cette expérience pour ensuite le mettre en œuvre dans les musées dont il est responsable pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est le cas pour évidemment, plusieurs personnalités des musées européennes. Euh, Finalement, donc, le conflit espagnol a vraiment une influence directe sur la protection des biens culturels pendant la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit dans les méthodes employées, comme je le disais, les inventaires, les transports en caisse, les refuges sécurisés, etc., qui étaient déjà des mesures qu'on avait mis en place pendant la Première Guerre mondiale ou lors de l'évacuation du Louvre en 1870, mais plus précisément et de manière plus récente dans le conflit espagnol. Et donc, on voit que la sauvegarde des biens culturels en Espagne, bien qu'elle prenne place dans un contexte de guerre civile, ne se limite pas seulement à un épisode national, mais vraiment à une portée internationale. D'une part, car c'est la première fois que des personnalités internationales décident de se réunir pour sauver des chefs-d'œuvre d'un pays qui est en guerre, pour un conflit interne mettant, comme je le disais, en avant cette vision du patrimoine comme un patrimoine partagé, un patrimoine commun, mais aussi d'autre part parce que cet épisode a des répercussions directes ou plus indirectes, comme on le voit après avec la rédaction de la Convention de La Haye, sur la façon d'envisager la protection du patrimoine pendant la Seconde Guerre mondiale et plus tard. Donc bien que ce soit une, un épisode qui ait vraiment marqué les esprits dans l'immédiate après-guerre et lors de la rédaction dans les années 50 de la Convention. C'est un épisode aussi qui a été peu à peu oublié pendant quelques temps. Et ce n'est que dans les années 80 qu'un premier ouvrage va être écrit par Joseph Renaud, dont on en parlait tout à l'heure, celui qui a raconté donc, dans ce fameux ouvrage les anecdotes dont on parlait tout à l'heure pour la protection des biens culturels jusqu'à Valence, qui publie donc Arte en Peligro, qui va être un premier livre dans lequel on retrouve l'entièreté de cette sauvegarde expliquée par quelqu'un qui l'a vécu. Mais c'est surtout à partir des années 2000-2010 que l'épisode va vraiment refaire surface, puisque on a en 2003 l'exposition Arte Protegido qui va être faite au musée du Prado. Et à l'occasion de laquelle des archives vont être mises au jour. Je vous conseille vraiment de feuilleter, si ça vous intéresse, le catalogue d'exposition qui est disponible entièrement en ligne et dans lequel on trouve beaucoup de photos. On se rend compte aussi que c'est un épisode qui a été très documenté, donc très intéressant puisqu'on voit beaucoup de photographies de cet épisode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le consulter. Et ensuite, en 2010, le président du gouvernement espagnol reconnaît officiellement le rôle des 8 institutions étrangères qui ont accompagné cette évacuation des biens culturels de l'Espagne jusqu'à Genève. Et il remet à cette occasion la médaille de l'Ordre des Arts et des Lettres aux responsables actuels des musées qui ont été engagés à ce moment-là. Et enfin, en 2011, donc juste après cette reconnaissance, on a une autre exposition qui s'appelle Arte Salvado et qui est cette fois une exposition qui a été pensée pour l'espace urbain
Et le but de cette exposition, c'était de voyager et de suivre l'itinéraire des collections espagnoles. Donc, elle a commencé par Madrid pour aller ensuite en Catalogne, à Valence, Barcelone, Figueras et enfin terminer à Genève. Donc, comme on le voit, c'est malgré le fait que c'est un épisode qui a vraiment marqué les esprits très rapidement après la guerre et qui a eu vraiment une influence directe sur la manière dont on a pensé la protection du patrimoine pendant la Seconde Guerre mondiale et juste après. C'est aussi un épisode qui a été un peu oublié pendant quelques années et qui n'a vraiment réémergé que dans les années 2000, 2000-2010. Pourtant, c'est aussi un épisode qui préfigure d'autres, puisqu'il marque, comme je le disais, la première opération de sauvegarde des œuvres à l'extérieur d'un territoire sous l'égide de la communauté internationale, même si ce n'étaient pas des gouvernements qui étaient engagés, mais voilà, en tout cas des experts internationaux. Et d'autres pays vont opter pour cette pratique, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque en Pologne, notamment, le château de Wawel va envoyer certains de ses biens culturels au Canada. Donc cette fois, c'est une évacuation de l'autre côté de l'océan. Mais on a aussi un épisode qui est un peu plus récent. Encore une fois, je l'avais détaillé dans un précédent webinaire, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, mais qui est intéressant à mettre en parallèle de l'épisode espagnol et qui, avec l'épisode espagnol, façonne aussi aujourd'hui la façon dont la Suisse et de manière plus générale la communauté internationale pense la protection du patrimoine. Et notamment avec la Suisse qui a encore aujourd'hui ce rôle de refuge international pour les biens culturels. Il s'agit donc de l'accueil des biens culturels afghans au début des années 2000, avec la création à Bubendorf, donc dans le canton de Bâle, d'un musée en exil d'Afghanistan. Il s'agissait encore une fois, pour comparer avec l'épisode espagnol, d'un conflit interne, bien que les deux conflits n'avaient absolument rien à voir entre eux. Mais il s'agissait d'un conflit interne de deux parties qui s'opposent et qui, cette fois, ont demandé, en accord l'une avec l'autre, ont décidé de demander l'accueil de leurs biens culturels communs à la Suisse pour les protéger de la guerre, du conflit en cours. Et donc, un accord a été trouvé avec les deux parties au conflit et la Suisse pour faire venir les œuvres afghanes en Suisse dans un musée qui leur était dédié, et notamment les œuvres du Musée national de Kaboul. Et donc, on voit qu'il y a, comme pour l'épisode espagnol, plusieurs points communs. D'une part, un gouvernement qui fait appel à un autre gouvernement pour protéger et évacuer ses biens culturels. Donc, cette envie d'évacuer les biens culturels à l'étranger pour les protéger de ce qui se passe en interne dans un pays. Et d'autre part aussi cette volonté d'exposer les biens culturels, comme on l'avait vu pour le cas espagnol. Et donc on est à la fois dans une démarche de sauvegarde, mais aussi de valorisation de ce patrimoine, puisque le but ici, en créant un musée, c'était vraiment de donner accès à la culture afghane, aux Suisses, mais aussi à la diaspora afghane et aux réfugiés afghans. On l'avait vu très rapidement dans un autre webinaire, mais finalement, ce projet initial ne sera pas retenu, puisque pour des questions de logistique, des questions de politique et des questions de droit international, les biens culturels afghans ne pourront pas être évacués. Et finalement, la fondation qui accueille ce musée afghan en exil va réorienter sa politique en signant un accord avec l'UNESCO qui leur permet en fait, sans acheter aucun bien culturel, de récupérer grâce à des dons de collectionneurs des biens culturels afghans qui seront ensuite rendus en Afghanistan. Et on se rend compte notamment que parmi ces dons, il y avait des biens culturels qui avaient été pillés au musée national au musée national de Kaboul, pardon, qui se retrouvent en fait dans ces collections-là et qui leur seront rendus à la fin. Euh, donc voilà, on voit qu'il y a vraiment ces
c'est ces deux aspects qui sont très, très liés et qui aussi vont avoir une influence sur la manière dont la Suisse pense sa protection des biens culturels, puisque encore aujourd'hui, comme je le disais, elle a un refuge qui est uniquement dédié à l'accueil des biens culturels étrangers. Et très souvent, dans les articles qui parlent de cette politique de protection des biens culturels qu'a la Suisse, l'épisode espagnol et cet épisode afghan sont cités. On voit aussi qu'il y a des similitudes dans le fait que il y a eu un accord signé entre l'UNESCO et la Suisse pour la protection des biens culturels afghans, comme il y avait eu un accord avec la Société des Nations pour l'épisode espagnol. Et donc, il y a aussi encore une fois ce chapeautage de la communauté internationale. Cette idée d'évacuer à l'étranger, elle n'est pas propre à la Suisse, même si la Suisse est un exemple dans ce domaine, mais c'est une idée qui a aussi refait surface plus récemment dans les discussions internationales. Et notamment au niveau de la France, je pense notamment aux 50 propositions françaises pour protéger le patrimoine de l'humanité qui avaient été soumises par l'ancien président directeur du musée du Louvre au président de la République en 2015 et qui suggère de créer en France des centres refuges pour accueillir les biens culturels qui seraient menacés sur le territoire d'un autre État. Et c'est aussi une idée qu'on retrouve au niveau international lors de la conférence d'Abu Dhabi en 2016 sur la protection du patrimoine qui avait été organisée conjointement entre la France et les Émirats arabes unis, qui a donné naissance à la fondation Alif et qui, dans sa déclaration finale, fait aussi mention de la création d'un réseau international de refuges, d'une part pour protéger les refuges sur le territoire des États, mais également pour pouvoir évacuer à l'étranger si besoin. Donc voilà, l'épisode espagnol est vraiment préfigure vraiment tout ça, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas c'est un épisode qui, dans cette volonté de protéger, d'évacuer vers l'étranger et de mettre ça sous protection internationale, a vraiment été précurseur. Donc on voit, pour conclure, un peu toutes ces influences qu'a eu de manière directe ou indirecte la sauvegarde des biens culturels pendant la guerre civile espagnole, que ce soit donc pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu, dans le cadre normatif international, mais aussi au niveau technique. Donc voilà, on voit vraiment que c'est un épisode majeur, bien qu'il ait été oublié pendant quelques années. Et pour conclure, je voulais juste faire un petit clin d'œil et signaler que Philippe Tanchou, qui a écrit un article notamment sur ce sujet, qui est chercheur et professeur en histoire du droit, effectue un lien entre la mission du bouclier bleu international qui se décline aussi en comités nationaux et la création des juntas avec ce système central et ce système régional. Donc voilà, il y a un petit parallèle qui est fait par ce chercheur entre le bouclier bleu et les juntas. Donc voilà, je termine sur ce clin d'œil. Un immense merci, Romane. Je pense qu'on peut tous applaudir. Tu as aussi beaucoup de remerciements dans le chat et les auditeurs qui te félicitent pour la clarté du propos et que je rejoins absolument. C'était absolument passionnant. Je pense qu'on a bien compris les enjeux, les limites, les atermoiements aussi, parfois qui accompagnent ce sujet qui est malheureusement toujours d'actualité. C'était vraiment remarquable. Un grand merci, Romane. On va passer tout de suite à une petite séance d'échange. Donc, n'hésitez pas soit à écrire vos questions dans le chat, soit à prendre directement la parole. Et peut-être que pour lancer un peu le sujet, je vais me permettre une question, Romane. On comprend parfaitement que l'Espagne a eu un rôle d'influence à travers son expérience et finalement a été un peu précurseur malgré elle sur ce sujet. Elle a influencé la France, notamment, comme tu le disais, pendant la Seconde Guerre mondiale avec les évacuations préventives du Louvre et d'autres établissements culturels. Moi, je me posais la question parce qu'on comprend que ce travail a été petit à petit, cette expérience a été petit à petit oubliée, un peu comme chez nous, où là, ça réémerge.
Et je me demandais si tu savais si tout ce qui a été capitalisé par l'Espagne bénéficie aujourd'hui à sa réglementation, à sa politique actuelle, et si déjà au niveau national espagnol, il existe des mesures de protection spécifiques qui auraient perduré ou qui réémergent aujourd'hui. Et merci pour cette question très intéressante. Alors, à vrai dire, je ne sais pas si dans sa politique interne, il y a eu vraiment un lien entre, enfin, dans sa politique de protection, je veux dire, des biens culturels, il y a eu vraiment un lien qui a été fait avec ce qui s'est passé pendant la guerre civile. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de réglementation interne, en tout cas de ce qui est pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Après, ça mériterait recherche de voir si dans sa politique de protection, je ne sais pas, plutôt catastrophe naturelle, technologique, etc., ça a été pris en compte. À ma connaissance, non, mais j'avoue que j'ai pas creusé le sujet et ça pourrait être très intéressant. Ouais, merci beaucoup, Romane. Dans le chat, Anne demande s'il te serait possible de rappeler le nom du chercheur qui a fait ce lien que tu évoquais en conclusion entre les Runtas et le Blue Shield. C'est Philippe Tanchou. Merci. Merci Voilà. beaucoup pour Anne. Et on a un message d'Aurélia Kiefer qui souhaiterait savoir. Alors attends, je vais lire directement la question. Si j'ai bien compris, les 1423 objets rendus au musée de Kaboul ne sont pas les biens qui ont été sauvegardés, ce sont ceux issus de l'appel aux dons. Exactement. Donc en fait, comme je le disais, le but initial, c'était en effet d'évacuer les biens culturels qui étaient au musée de Kaboul et d'autres musées en Afghanistan et de les sauvegarder dans ce fameux musée en exil qui avait été créé en Suisse. Et comme ça n'a pas pu se faire pour toutes les raisons que j'ai citées, il y a finalement c'est ça, un appel aux dons qui a été fait. Et en fait, les 1423 objets, ce sont uniquement des dons de collectionneurs, euh, donc des collections privées qui en fait, chaque collectionneur avait envie de faire un don pour que ces collections puissent retourner en Afghanistan et renflouer un petit peu le musée national de Kaboul qui avait perdu beaucoup d'objets. C'est juste qu'on s'est rendu compte que parmi ces objets, certains étaient issus peut-être du trafic illicite, bon, évidemment sans que les collectionneurs puissent le savoir, d'autant plus qu'on était encore fin des années 90, début 2000. Mais voilà, on s'est rendu compte que certains des objets faisaient partie des collections du musée de Kaboul et avaient sûrement été pillés, puis licitement vendus et se sont retrouvés aussi parmi les mains des collectionneurs. Voilà. Merci, Romane. Alors, je ne vois plus d'autres questions dans le chat, mais peut-être que parmi les auditeurs, certains souhaiteraient prendre la parole. Donc, n'hésitez pas. Il nous reste encore un peu de temps. Alors, en attendant que certaines questions se formulent, je voulais préciser pour ceux qui sont présents aujourd'hui que Romane Spirin est aussi chargé de mission pour le Bouclier Bleu pour travailler sur la question des refuges, des abris et refuges. Donc, il y aura évidemment une communication qui sera faite l'année prochaine parce que son travail s'achèvera en 2026. Donc, ça fait un peu le lien aussi avec ce que tu as pu nous présenter, notamment à travers l'expérience espagnole. Et on essaye tant bien que mal de pouvoir refaire vivre cette mémoire et la rendre un peu plus concrète. Donc, un grand merci à toi, Romane, pour tout le travail que tu vas produire et qu'on attend tous avec impatience. Et merci et j'ai hâte de pouvoir présenter quelque chose d'ici la fin de l'année. Alors, une question d'Anne. Au vu du contexte actuel, savez-vous si des États se penchent sur cette question? Oui, la question que ce soit de la protection des biens culturels
au sein même des États, c'est-à-dire par la création de la recherche de refuges, d'abris ou de plans de sauvegarde pour les biens culturels à l'intérieur des États, ou que ce soit pour des biens culturels à l'extérieur. Notamment, je pense à l'Estonie qui a fait une présentation au mois de décembre à l'UNESCO sur la question des refuges et qui, évidemment, vu sa position géographique, se pose la question de la protection des biens culturels en cas de conflit. Euh, et qui, au vu de sa taille, a opté en fait plus pour l'évacuation des biens culturels à l'étranger, dans d'autres institutions étrangères, puisqu'en fait le territoire est pas assez grand pour se dire qu'on peut évacuer d'un point A à un point B en étant sûr que les biens culturels seront en sécurité. Donc voilà, il y a pas mal d'États qui se reposent cette question. Voilà, après, ça dépend aussi des politiques. Disons que évacuer à l'étranger, c'est toujours un peu une politique de dernier recours parce que ça pose beaucoup de questions, que ce soit politique, juridique, technique. C'est toujours plus compliqué d'évacuer à l'étranger que d'évacuer sur son propre territoire. Donc voilà, c'est toujours un peu une solution de la dernière chance un petit peu, mais pour des territoires qui sont petits comme l'Estonie, ça peut être une solution de départ, de se dire qu'au lieu d'évacuer une première fois à l'intérieur du territoire, puis peut-être une deuxième fois, on fait directement une évacuation à l'étranger et ça permet de sauvegarder les biens culturels. Merci, Romane. Romane, pardon. Alors, une question, ou plutôt un témoignage de Constance. La Pologne et le château de Wawel ont mis au point un plan d'évacuation, mais pour lequel les biens resteraient en Pologne. Ben, merci pour cette information. Je ne savais pas du tout, mais donc ça montre qu'ils ont aussi changé leur politique par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Le problème aussi, c'est que, en tout cas dans le cas de la Pologne, mais c'est arrivé aussi pour plusieurs cas, c'est qu'une fois que les biens culturels sont à l'étranger, on ne sait pas tellement quand ils vont revenir. Et dans le cas de la Pologne, en fait, quand ils ont été évacués, c'était un certain gouvernement. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, quand il a été question de rendre les biens culturels, c'était un autre gouvernement qui n'était pas forcément reconnu par le Canada. Et donc, en fait, c'est aussi poser la question de savoir est-ce qu'on rend les biens culturels à un État qui ne nous les a pas confiés, à un gouvernement qui ne nous les a pas confiés. Et donc, ça a mis beaucoup d'années, de nombreuses années, avant qu'une décision soit prise et que les œuvres soient rendues. Donc, c'est aussi un risque de les faire partir à l'étranger. Et donc, ça ne m'étonne pas que la Pologne ait décidé de privilégier le fait de rester à l'intérieur du territoire polonais au cas où. Merci, merci beaucoup, Romane. Pas d'autres questions dans le chat. Et est-ce qu'il y a encore une question, un remords avant que l'on coupe la séance? Et je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, tu es largement remercié et je me joins à tous ces remerciements aussi. Un immense merci, Romane. Euh, Peut-être te sera-t-il possible de nous partager ta présentation pour qu'on l'associe à la diffusion de la vidéo. Euh, un grand merci à tous pour avoir été présents et partagé ce moment avec Romane Spirin. On se retrouve, je vais vous dire la date, le 26 février sur la thématique de l'Ukraine. Après 3 ans de guerre, quel bilan pour le patrimoine ukrainien? Et c'est le lieutenant Pépé, que vous connaissez bien, qui assurera cette intervention. Alors, un grand merci, à très bientôt et un grand merci à toi en particulier, Romane, et à bientôt. Merci beaucoup, Marie. Merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt.